bonsoir à tous. Bienvenue pour ce débat diffusé sur la page Facebook de France 3 Picardie. Dimanche, les électeurs voteront pour le second tour des législatives. On connaîtra les députés qui représenteront nos 3 départements à l'Assemblée nationale. Dans la 4e circonscription de la Somme, ce député sera un néophyte. On va voir tout de suite le résultat du premier tour. Avec plus de 32% des voix, Jean-Claude Leclabar a devancé Éric Richermoz, deuxième avec 21,7%. Dimanche, on assistera donc à un duel entre la République en marche et le Front national. Et ces 2 candidats sont avec nous. Merci à tous les 2 d'être là, notamment à vous, Jean-Claude Leclabar. C'est une véritable épidémie qui a décimé les candidats d'En Marche. Nous avons tenté d'organiser plusieurs débats, mais les moins aguerris ont décliné par peur de la confrontation avec le FN. Vous, le débat, ça ne vous fait pas peur, monsieur Leclabar? Non, non, je suis venu avec grand plaisir et j'ai débattu déjà ce matin avec mon challenger et je vais le faire avec grand plaisir. Oui. Voilà, sur nos confrères de France Bleu, et je vais le faire avec beaucoup de courtoisie, je l'espère. Alors j'aimerais en savoir tout d'abord un peu plus sur vous deux. Avant de parler de la circonscription, on va apprendre à mieux vous connaître. Éric Richermoz, pourquoi vouloir devenir député? Ça n'est pas banal à 24 ans. C'est pas forcément une habitude aujourd'hui à 24 ans, mais effectivement, je pense que beaucoup de Français ont envie de renouvellement dans la classe politique, puisqu'aujourd'hui, les députés, quelle que soit leur couleur politique, ont tendance à être beaucoup plus âgés que la moyenne des Français. Et l'Assemblée nationale doit représenter la nation. Et à ce titre, pourquoi les jeunes seraient moins légitimes que d'autres à être à l'Assemblée nationale? Je porte mes idées dans mon combat politique depuis plusieurs années déjà, pour défendre la justice sociale, pour défendre la France, pour défendre les Français, pour défendre l'emploi. Je veux le faire à l'Assemblée nationale pour défendre les Français et les Picards. Donc le Palais Bourbon, ça ne vous intimide pas? Rien ne m'intimide. On va voir ça au cours de ce débat. Et vous, Jean-Claude Leclabar, vous avez 62 ans, si je ne me trompe pas. C'est étonnant de se lancer à cet âge. Qu'est-ce qui vous a décidé? Si tant est qu'avoir 62 ans, ça soit un âge avancé, moi je ne le pense pas. Sincèrement, j'ai consacré une première partie de ma vie entre 20 ans et 40 ans à l'entreprise, puisque j'étais à la fois agriculteur et chargé de commercialisation sur une entreprise de fruits et légumes à Lille. Et puis à 40 et quelques années, il s'est trouvé que j'ai saisi l'opportunité de devenir maire de ma commune, ce dont je suis depuis 20 ans maintenant. Et à la Falloise, à la frontière entre l'Oise et la Somme. Un village de 230 habitants, la frontière, entre guillemets, à la limite de l'Oise et de la Somme, donc au sud de cette circonscription. Éric Richermoz, vous avez choisi le Front national. Est-ce que c'est le souverainisme qui vous a amené vers ce parti? Vous êtes un proche de Florian Philippot? Oui, tout à fait. Je suis gaulliste déjà. C'est ce qui me constitue le plus politiquement. Je pense que la France, pour mieux défendre les Français et pour mieux fonctionner, doit être libre, ne doit pas être soumise ni à l'Allemagne, ni aux États-Unis, et que tout simplement, la souveraineté est indispensable pour la démocratie, puisque si on n'a pas les manettes, si ce n'est pas le peuple français qui décide, si le pouvoir aujourd'hui vient de l'Union européenne, ça ne sert à rien d'élire une Assemblée nationale puisque ce n'est pas elle qui décide. Je pense que la première chose à faire, c'est de récupérer notre liberté en tant que peuple pour faire vivre la démocratie. C'est étonnant quand même de revendiquer le gaullisme au sein du Front national parce que historiquement, Jean-Marie Le Pen haïssait le général de Gaulle. Ça ne vous a pas échappé que moi je suis au Front national, que Jean-Marie Le Pen n'y est plus depuis un certain temps. Ça n'est plus le même parti alors? Marie-France Garot, gaulliste parmi les gaullistes, a soutenu Marine Le Pen au 2e tour. Aujourd'hui, je suis soutenu par Jean-Philippe Tanguy, le responsable départemental de Debout la France, donc proche de Dupont-Aignan. Il vous soutient à titre personnel, il tient à le préciser d'ailleurs. Tout à fait. Il y a énormément de gaullistes aujourd'hui qui sont au Front national, c'est une réalité. C'est pas contre vous, mais je pense qu'il y a beaucoup d'observateurs qui doivent se mettre à la page, puisqu'aujourd'hui, les gaullistes et les souverainistes sont au Front national. Et vous, le général de Gaulle, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ça évoque la grandeur de la France. Mais depuis toujours, je suis un indépendant. J'ai beaucoup admiré, quand j'étais jeune, Antoine Pinet, qui était, selon moi, un élu et un homme de grand talent. Et pendant toute ma carrière, je n'ai cessé de revendiquer cette indépendance. D'abord parce que, avec peut-être mes professions, je suis habitué à me battre quelquefois seul contre tous. Et puis quand je suis arrivé en politique, je n'ai fait que
tirer les conclusions de ce que j'avais vécu à titre personnel dans ma vie professionnelle. Et vous pensez qu'avec En Marche, vous pourrez être indépendant, justement? Alors, être indépendant, ça ne veut pas dire la liberté de penser autrement que tout le monde. Mais il y a des points sur lesquels je serais peut-être en désaccord, je les exprimerai et nous verrons bien le moment venu quel sera le sens de mon vote. En réalité, chacun sait que chez En Marche aujourd'hui, nous venons les uns et les autres d'horizons différents, pour pas dire quelquefois très différents. Mais il me semble que si on regarde l'intérêt général, je pense qu'on finira toujours par trouver une solution qui soit acceptable par tous les élus de En Marche. Vous avez fait preuve de beaucoup de fraîcheur et de spontanéité quand vous avez été désigné. Vous avez dit que vous-même vous étiez surpris. Pourquoi? J'ai été surpris parce que déjà dans la façon de se porter candidat, c'était très original. Comment ça s'est passé? Beaucoup de commentateurs ont dit, ou de responsables politiques ont dit, c'est au petit bonheur de la chance, vous candidatez sur Internet. Non, pas du tout. Moi, je peux vous dire que j'ai vécu sur Internet cette candidature comme exactement un entretien d'embauche. Un CV, une lettre de motivation, et extrêmement précise et concise, avec des questions extrêmement précises sur lesquelles on devait répondre avec un nombre de mots. Bon. C'est un chef d'entreprise, Emmanuel Macron, alors? Oui, sincèrement, j'ai pas été surpris de la méthodologie et je pense que ça fait partie des méthodes modernes aujourd'hui pour pouvoir libérer les énergies et les candidatures. En tout cas, si ça n'avait pas été ça, j'aurais sûrement pas été candidat à cette élection. Et vous, Monsieur Richard Mos, comment vous êtes-vous retrouvé en Picardie finalement? Est-ce que c'est Florian Philippot qui vous a envoyé ici en vous disant c'est une terre propice pour notre parti, tu vas la labourer? Non, pas du tout. Je suis quelqu'un qui fonctionne par moi-même et je prends des décisions. Je fais aussi des demandes d'investiture et je ne suis pas envoyé par qui que ce soit pour labourer quoi que ce soit. Je prends mes initiatives. J'ai demandé également aussi en envoyant un mail d'investiture à la commission d'investiture du Front National. C'était plus facile parce que j'étais déjà secrétaire départemental et conseiller régional de Picardie. Mais donc c'est une terre qui ne vous est pas étrangère d'ailleurs. Votre grand-père a été sous-préfet à Péronne. Oui, c'est vrai, mais dans l'absolu, c'est pas la chose qui est la plus importante. Ce qui est la plus importante, c'est ce qu'on défend. Ce qui est la chose la plus importante, c'est ce qu'on veut apporter, le programme qu'on veut appliquer et ce contre quoi on va se poser, puisqu'au final, je pense que la façon dont on est investi par un parti ou par une alliance ou quoi, nous, c'est quelque chose qui peut nous intéresser dans le cadre de nos parcours, mais je pense que les Français et les Picards se fichent complètement de savoir comment ça se passe. Ce qui compte, c'est quel programme va être appliqué et à quelle sauce ils vont être mangés par M. Macron. Ça leur permet quand même de savoir qui vous êtes et comment vous allez œuvrer. Et ça, justement, on va en parler dès à présent. Vous avez hérité de la circonscription la plus biscornue de Picardie, tous les deux. Je crois que c'est 230 communes. On va voir la carte, justement. Donc, c'est une circonscription rurale. Tous les candidats ont dû couvrir énormément de kilomètres pour se faire connaître des électeurs. Malheureusement, ça n'a pas suffi à mobiliser autant que le législateur l'aurait souhaité, parce qu'il y a quand même eu 48% d'abstention, même si c'est un peu moins mauvais qu'ailleurs. Les électeurs du FN ont été moins nombreux qu'à la présidentielle. Éric Richard Mos, comment l'expliquez-vous? Tous les électeurs ont été moins nombreux qu'à la présidentielle. Les électeurs de l'Alliance Modem En Marche ont été moins nombreux que les 8 millions qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour. Donc le fait majeur de cette élection, c'est que l'abstention a augmenté, alors que c'est la première fois de l'histoire des législatives après les présidentielles que tous les partis, et que notamment le parti du président élu, voit son nombre de voix baisser au premier tour des législatives. Mais pour en revenir au FN, Marine Le Pen elle-même l'admet, c'est un score qui a déçu au sein du parti. L'abstention qui est extrêmement massive pose un énorme problème, et notamment un problème de fracture sociale, puisque aujourd'hui, on a 2 tiers des jeunes qui ne sont pas venus voter, on a 58% des personnes au chômage qui ne sont pas allées voter, on a presque 2 tiers des employés et des ouvriers qui ne se sont pas déplacés. Et on sait que ce sont des publics qui sont sensibles à votre discours. Absolument. Le Front National est un parti des classes moyennes et des classes populaires. Ceux qui se sont le plus déplacés, ce sont les électorats plus riches et plus bourgeois, alors que le Front National, c'est les classes moyennes et les classes populaires qui, depuis longtemps, mais de plus en plus, s'abstiennent à toutes les élections, si ce n'est l'élection présidentielle, qui est la seule élection aujourd'hui qui rassemble tous les Français. Et vous, Monsieur Le Clabar, ça a gâché votre joie dimanche, cette abstention?
Mais on ne peut pas se réjouir d'un taux d'absorption élevé. Quelques candidats que ce soit, de toute façon, pour la démocratie, c'est pas souhaitable. Je fais simplement la remarque que globalement, sur cette circonscription, je retrouve le score du président Macron au premier tour de la présidentielle. Donc, certes, il y a un taux d'abstention qui est trop haut, mais dans mon résultat, je retrouve quand même globalement les voix du premier tour de l'élection présidentielle. Alors cette circonscription, je l'ai dit, elle est rurale avec 230 communes. Défendre la 31. ruralité. 231, vous êtes très précis. Défendre il y a encore trop de fusions de communes, il y a encore des fusions, des communes qui survivent. Mais dans quelques années, avec les réformes Macron qui vont encore plus couper les dotations aux collectivités locales, rassurez-vous, il y aura peut-être 230 communes très rapidement. Mais justement, défendre la ruralité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça commence par considérer que tous les Français, où qu'ils soient sur le territoire, que ce soit dans la ruralité, que ce soit dans l'outre-mer, que ce soit dans les plus petites communes, ont autant le droit à avoir accès aux services publics, à la poste, aux administrations, au centre des impôts, à la sous-préfecture de Montdidier aussi, par exemple. Et aujourd'hui, parce que la France est soumise au diktat de la Commission européenne et de Berlin, on leur dit il faut couper les dépenses, il faut couper les dépenses, il faut couper les dépenses. Et ça se fait dans la chair, ça se fait dans les investissements pour la ruralité, notamment le numérique, ça se fait dans les services publics, ça se fait dans les petites retraites. Et aujourd'hui, ça met la population, et notamment la population rurale, dans un état absolument d'abandon et qui sont complètement lâchés économiquement et qui en souffrent énormément, y compris physiquement et y compris au niveau de leur santé. Justement, Monsieur Le Clabart, Emmanuel Macron souhaite que l'État soit moins dépensier. Est-ce que ça veut dire continuer à faire des économies sur le dos, si vous me permettez l'expression, des services publics? Moi, je constate une chose sur le terrain, c'est que plus on s'éloigne d'Amiens, et plus le score des extrêmes est important. C'est le résultat de l'élection présidentielle. Alors, mais c'est une réalité. moins de services publics, je suis le premier à le déplorer. À Ille-sur-Noix, nous avons perdu notre perception au 31 décembre, au profit de Moreuil. Personne dans cette cité ne vous dira que c'est une bonne chose. La réalité... Donc si l'État poursuit cette politique-là, ce serait une erreur de votre point de vue? Ce que je pense, c'est que le service, on peut réformer les choses, mais en tout cas, on ne peut pas faire accepter que les services se dégradent. Je prends un exemple, la Poste. Parce que j'ai vécu ça sur le terrain, je le vis au quotidien avec mes administrés. Qu'est-ce qu'ils me disent? La Poste d'Aille-sur-Noix existe encore, mais malgré ça, nous sommes servis à des horaires qui sont différents d'un jour sur l'autre, et quelquefois... C'est dur de s'y retrouver. Bon. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas parce qu'on réforme qu'on doit moins de services. C'est qu'il faut organiser les services de façon différente. En entreprise, c'est la même chose. C'est pas parce que... Comment on fait alors? Comment on fait? On fait en sorte que dans les postes ou dans chaque service, on réorganise de façon telle et qu'on ait un contrat d'objectif. Il est inacceptable aujourd'hui que nous soyons desservis par la Poste une fois à 10h du matin, une fois à midi et quelquefois pas du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la réorganisation, vous y croyez, vous? Allez-y, finissez. Pour autant, la Poste et ses agents ne sont pas systématiquement responsables de ça. C'est l'organisation en tant que telle qui pose problème. Maintenant, moi, j'ai une certaine habitude de la gestion des entreprises. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Faut-il encore vouloir les trouver, les solutions? Et le management des personnels, c'est un vrai métier. Et je pense que dans le service public, il faut aussi, comme dans les collectivités, il faut que demain, on considère que peut-être il y a moins d'argent, mais il faut aussi se réorganiser parce que les contribuables aussi ont moins d'argent et que l'État en a moins aussi. On sent le discours entrepreneurial. J'ai laissé M. Le Clabart finir pour qu'il puisse aller au bout de son idée. Et je pense que là, on a bien entendu le fait qu'il y a beaucoup de yaka, beaucoup de faucons. Vous assumez vouloir, en tout cas, fonctionner avec moins de budget pour les services publics. Au moins, vous avez le mérite de la clarté. Effectivement, M. Macron veut supprimer 120 000 fonctionnaires. Alors, 120 000 fonctionnaires... Est-ce que ce sera des postiers? Est-ce que ce sera des infirmières? Est-ce que ce sera des policiers? Est-ce que ce sera des magistrats? Il y aura énormément de fonctionnaires et de budgets qui vont être coupés. Et aujourd'hui, avec en plus l'acceptation par M. Macron de toutes les directives européennes et toutes les demandes de la Commission européenne qui visent à la mise en concurrence et à la privatisation, notamment du service public de la Poste. Vous avez conscience aussi qu'on a un poids de la dette à supporter aujourd'hui, qui s'accumule année après année, et qu'on doit bien résoudre le problème un jour. Tout à fait, mais lorsqu'il s'agit de trouver de l'argent
pour le CICE qui a coûté qui coûte tous les ans des dizaines de milliards d'euros et qui part essentiellement en dividendes ou notamment pour les très très grands groupes et qui en pratique pour les entreprises. Oui, et qui en pratique est beaucoup moins efficace et beaucoup moins utile pour les petites et moyennes entreprises. C'est une façon de trouver de l'argent, mais c'est une façon de mal l'employer. C'est pas une façon égalitaire, c'est pas une façon qui va dépenser de l'argent qui va dans le sens de l'égalité des territoires. Et non, la Poste, l'eau, un certain nombre de services publics fonctionnent mieux lorsqu'ils sont un monopole public, puisqu'ils permettent d'avoir des meilleurs coûts, une meilleure efficacité, et c'est comme ça qu'on vit en France, c'est-à-dire avec une égalité des territoires, en arrêtant de mettre de l'argent dans les centres-villes et en oubliant la campagne et les périphéries. Et je reviens sur le terme que vous avez utilisé, Monsieur Leclabar. Je ne vous permets pas de dire que les votes loin des centres-villes sont des votes extrêmes, puisque c'est profondément insultant pour les électeurs, puisque aujourd'hui, quand on regarde, vous avez utilisé le terme de vote extrême, ou votez pour les extrêmes, et je trouve que c'est absolument insultant, donc vous n'avez pas fonctionné comme ça, puisque extrême, aujourd'hui en Picardie, notamment dans la Picardie rurale, il y a plus de 50%... Ça fait assez peu de temps, en même temps, que ça dérange le Front National qu'on le qualifie d'extrême. C'est vrai que c'est un discours qu'on entend dans la bouche d'énormément de candidats, mais ça n'était pas le cas autrefois. Je vais finir ma phrase, s'il vous plaît. Extrême. Aujourd'hui, la Picardie rurale vote à plus de 50% au deuxième tour pour Marine. Est-ce que plus de 50% des Picards ruraux, soit sont extrémistes, soit sont suffisamment bêtes pour voter pour des extrêmes? Non. Le Front National, c'est un parti patriote. Ne vous déplaise. Et je ne suis pas un extrémiste, je ne suis pas un extrême. Et les Picards sont suffisamment intelligents pour ne pas voter à plus de 50% dans leur réalité pour des extrêmes. Alors je vous prierai de les respecter. Merci, Monsieur Leclabar. Alors vous utilisez l'expression les patriotes, justement, un mouvement que vous avez créé, une association avec Florian Philippot. Marine Le Pen elle-même a jugé ce nom ringard. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a dû vous décevoir comme réaction. Alors, ça a été écrit dans la presse, elle n'a jamais dit ça publiquement. Et moi, je ne pense pas que c'est ce qu'elle pense, puisque si ça avait été le cas, elle n'aurait pas créé le réseau social Les Patriotes dans le cadre du Front National il y a 3 ans. Alors, on va s'intéresser à la santé. Je peux me permettre de répondre à M. Richard Mose. Je connais bien les électeurs du Front National. Je dis simplement que le Front National est aux extrêmes de l'échiquier politique. C'est pas vrai. Je dis rien d'autre. Bon. Ceci étant, M. Richard Mose, dans mon propre village, je connais les électeurs, je les côtoie au quotidien, je parle avec eux des problématiques qui sont les leurs et le pourquoi ils vont vers un vote, disons, protestataire. Il n'y a pas mieux placé que moi dans un village de 230 habitants pour côtoyer au quotidien les gens qui votent pour plutôt pour protester pour un bon nombre que par adhésion. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Leur problème, c'est d'abord le chômage. Pour certains, c'est tout à fait ça, mais c'est pour d'autres le fait d'avoir le sentiment d'être laissé pour compte dans les petits villages, dans la ruralité. C'est pas un sentiment, c'est une réalité qu'ils sont laissés pour compte. Oui. C'est pas un sentiment, c'est un constat objectif. Oui, mais le sentiment, il est traduit par le fait que, je vous donne un exemple précis, c'est quelquefois des petites choses, à savoir la poste, le téléphone, la perception. Et ça suffit quelquefois à engendrer un vote de protestataire qui vous profite. Mais pas pour autant, Monsieur Richard Mose, pas pour autant un vote d'adhésion. J'ajoute que je peux vous dire très clairement qu'après le débat de la présidentielle entre Madame Le Pen et le président Macron, combien d'électeurs qui votaient pour Madame Le Pen m'ont dit leur surprise et leur déception sur le comportement de Marine Le Pen. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la ruralité, il y a bon nombre de gens, notamment dans le monde agricole, qui ont des valeurs, un schéma de valeurs très affirmé, et que le comportement un peu léger, ou même quelquefois insupportable, font que, aujourd'hui, vous ne retrouverez pas un certain nombre de ces électeurs-là, parce qu'ils désapprouvent la méthode et le dialogue et le discours. Ce débat, ça vous a déçu, vous-même ? D'abord, je veux répondre à encore quelque chose que je trouve assez insultant, puisque aujourd'hui, il faut se mettre à la page, on n'est plus dans les années 90, on n'est plus dans les années 2000, aujourd'hui on est dans les années 2010, et le vote Front National, le vote patriote, c'est un vote d'adhésion. Les gens votent pour Marine et le votent pour le Front National parce qu'ils pensent qu'il faut réduire l'immigration. Les gens votent pour Marine et pour le Front National parce qu'ils pensent qu'il faut plus de services publics. Vote d'adhésion, certes, mais pas aux législatives. Si c'est un vote d'adhésion, comment vous m'expliquez que les électeurs du Front National
ne se sont pas déplacés pour voter pour vous. Si c'est Expliquez-moi. un vote d'adhésion, comment expliquez-vous que tous ne sont pas allés voter pour vous, ceux qui ont voté Macron, Moi, pareil? je suis désolé. Le résultat, le nombre de voix, epsilon près, du premier tour de la présidentielle, je les retrouve. À toutes les autres élections présidentielles suivies d'une législative, ça s'agrandissait. Nous, sur les questions d'immigration, sur les questions d'emploi, sur les questions de services publics, notre électorat est d'accord avec ce qu'on propose. Donc arrêtez de les infantiliser, s'il vous plaît. Les gens sont des grandes personnes et ils ne votent pas pour des extrêmes. Pour en Vous ne pouvez pas les revenir au insulter fond, ainsi. justement, vous évoquiez divers thèmes. En matière de santé, qu'est-ce que vous imaginez pour favoriser la santé en milieu rural? Eh bien déjà, qu'on arrête au niveau des fonctionnaires et de l'investissement public, qu'on arrête de réduire encore les fonctionnaires, notamment dans le domaine de la santé, notamment les infirmières. Parce qu'il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hôpitaux qui se restructurent, qui fusionnent, qui sont toujours de plus en plus loin des habitants, ce qui pose énormément de problèmes, y compris dans chacun de nos cantons. D'ailleurs, vous savez très bien ce qu'il en est. Et les médecins qui s'établissent à leur compte et qui ont du mal à s'installer à la campagne, comment fait-on? Aujourd'hui, il n'y a aucun investissement pour la campagne, ou très très peu par rapport au centre-ville. Les maisons de santé sont un système qui fonctionne, mais il y a trop peu de budget qui est investi dedans. Et également, il y a énormément de médecins qui sont en train d'être formés, là qui ne sont pas assez nombreux, il faut augmenter le numerus clausus. Et ce qui se passe, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont issus des grandes métropoles, ou en tout cas plus proches des centres-villes, et qui spontanément, comme ils n'ont jamais vécu à la campagne, n'ont pas particulièrement l'idée de venir y vivre parce que les conditions ne sont pas réunies, parce qu'il n'y a plus d'école, parce qu'il n'y a plus de postes, d'où l'intérêt aussi Est-ce qu'il faudrait une d'avoir le politique service public coercitive en dans ce général. cas-là, les obliger à s'installer? Nous, ce qu'on propose déjà, ça se met dans le cadre d'un système où les services publics en général, notamment l'école pour leurs enfants, pour les jeunes médecins qui s'installent, la poste et tous les services publics dont on a parlé existent et restent, même s'ils sont moins rentables que lorsqu'ils sont dans les centres-villes. Et également, ce qu'on propose, c'est que dans le cadre des stages, il y ait des stages qui soient obligatoires dans des zones rurales pour que certains puissent se rendre compte d'un certain nombre d'avantages qui pourraient être mis à leur disposition pour y vivre, et pas comme c'est le cas aujourd'hui, pour ceux qui viennent des zones plus urbaines, de ne même pas avoir l'idée d'y aller. Ouais, que ça ne soit pas vécu comme une punition. Vous, quelle solution envisagez-vous pour favoriser la santé en milieu rural? Alors d'abord, je veux dire que concernant le nombre d'emplois dans la fonction publique, chez En Marche, nous avons toujours dit que, certes, nous proposions la suppression de 120 000 emplois, mais je rappelle quand même à M. Richard Mose, que nous proposons la création d'emplois de policiers, de 10 000 emplois de policiers, et que le président Macron a bien affirmé qu'il n'était pas question de diminuer le nombre de fonctionnaires hospitaliers. Alors, Justement, pour revenir à la santé, parlons aussi de la médecine privée. Comment fait-on pour améliorer les choses? Alors, indéniablement, là-dessus, on peut être d'accord, les maisons de santé sont une solution, et les services... Mais on peine parfois à les remplir, ces maisons de santé aussi. On les construit, on essaie de créer des aides incitatives, mais ça ne suffit pas toujours. Oui, tout à fait, mais ça dépend dans quelle zone de la ruralité on est. C'est vrai que dans les zones plus rurales, encore, c'est compliqué de les remplir, mais il Est-ce faut que c'est aussi... compliqué chez vous, par exemple? Non, mais comprenez bien que une maison de santé, elle ne peut fonctionner et être attrayante que si vous avez des services de proximité de la collectivité. Je parle pas de l'école, comme disait M. Richard Mose. Finalement, vous avez la même solution tous les deux. Vous voulez réduire les budgets de tous ces services, vous l'avez Non, affirmé pas du vous-même. tout, pas du tout. Pour ce qui est de la Poste, par Je exemple. peux vous donner l'exemple de ma commune où nous adhérons à un groupement scolaire avec la possibilité de garde de 7h du matin à 7h du soir. Voilà, monsieur Richard Mose, c'est qu'il faut faire des solutions concrètes. Ça a un coût, y compris pour une petite commune, surtout comme la mienne. Hein, il faut voir les choses en face. Mais c'est un choix politique. Et moi, j'ai la volonté de ce choix politique, puisque je l'applique déjà dans ma collectivité. Quel poste de fonctionnaire que souhaitez-vous supprimer si vous ne supprimez pas, si vous supprimez 120 000 fonctionnaires, mais vous dites que vous ne supprimez pas ceci, cela? Non. Qu'est-ce que vous supprimez dans les 120 000? Nous créons 10 000 postes de policiers, vous le savez bien, c'est écrit en toutes lettres dans le programme, et nous ne toucherons pas au poste de la fonction publique hospitalière. C'est clair. D'ailleurs, j'attire votre attention, M. Richard Mose, sur la situation délicate de l'hôpital de Montdidier, pour lequel il faudrait se battre un peu plus que vous le faites, pour assurer sa survie. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là, je suis très présent sur le terrain, j'en parle avec beaucoup d'acteurs, mais je constate que vous ne daignez pas répondre à la question où est-ce que M. Macron
va supprimer des postes de fonctionnaires. Monsieur Leclabar. On va passer à un autre domaine, c'est l'économie aussi, Oui. parce que justement, pour favoriser la vie et l'activité des petits commerces, il faut aussi des gens Oui. qui consomment, qui dépensent. Comment on fait pour maintenir une petite, voire grosse activité industrielle dans les campagnes? Alors, il y a deux choses à mon sens. Hein. Il y a l'activité commerciale et le dynamisme des bourgs-centres. Et je dois reconnaître qu'à travers ma campagne, j'ai pu mesurer les inquiétudes de tous les bourgs-centres autour d'Amiens. Puisque vous avez fait remarquer que la circonscription était une tenaille autour d'Amiens. Hein. La réalité des choses, c'est que les élus des bourgs-centres sont inquiets de l'avenir de leur bourg-centre. Avec tous ces commerces qui continuent à se construire en périphérie d'Amiens? Oui, je dois dire qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce plan-là, parce que la dynamique des bourgs-centres, aujourd'hui, ça va être, à mon sens, un vrai sujet pour la législature. Pour Vous craignez que ça ne devienne que des cités dortoirs, finalement? On va Je ne dis pas que consommer... c'est une société dortoir, mais il faut bien comprendre qu'un bourg-centre dont l'activité commerciale ou même culturelle régresse, automatiquement, il attire moins. Donc il est moins, et encore une fois, pour attirer des médecins, des enseignants ou d'autres, il faut qu'on ait des bourgs-centres qui soient dynamiques, avec des services de proximité, qui soient à la mesure de ce que les jeunes couples, par exemple, attendent. Et favoriser l'activité industrielle, comme ça peut être le cas dans le Vimeux, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre la circonscription plus attractive? Je rebondis très rapidement sur ce que vient de dire M. Leclabar. Bon, c'est toujours marrant, M. Leclabar, parce qu'on est d'accord sur énormément de choses, sauf que malheureusement, vous êtes sous les couleurs d'un candidat qui a été ministre de l'économie, qui a fait toutes les mesures fiscales et toutes les incitations pour la grande distribution, qui a considérablement facilité leur installation et leur expansion au détriment des bourgs-centres lorsqu'il a fait sa loi Macron 1. Donc vous déplorez les conséquences des politiques qu'il a menées ou qu'il a contribué à mener sans apporter réellement de nouvelles solutions. Pour ce qui est de l'activité industrielle, une chose qui est absolument capitale et qui continue à tuer notre industrie, c'est le cas pour énormément d'industries, notamment l'industrie manufacturière, où nous avons des savoir-faire dans nos campagnes, que ce soit dans la vallée de la Brelle, mais même tous les bourgs ont déjà perdu énormément d'usines, continuent à perdre des postes dizaine par dizaine. Et comment on fait justement pour contrecarrer ce mouvement? Un énorme problème qu'il y a, c'est déjà pour ce qui est des PME, il y a une vraie distorsion de concurrence entre les petites et moyennes entreprises, y compris industrielles, et les très grands groupes, puisque les très grands groupes font de l'optimisation fiscale et au final payent beaucoup moins d'impôts que les PME et que les TPE. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter ça, ou alors il faut alléger les charges pour les petites? Nous, ce qu'on propose, il faut arrêter d'appeler charges en permanence les cotisations, puisque les cotisations, c'est ce qui finance les retraites, c'est ce qui finance la santé, c'est ce qui finance énormément de protection pour les travailleurs et pour les retraités. Donc, je appelle ça des cotisations. Et pour ce qui est des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, dont tout le monde sait que c'est ces entreprises-là qui créent le maximum d'emplois et qui sont les emplois souvent les moins délocalisables, eh bien, pour ces emplois, nous proposons de mettre en place un impôt sur les sociétés qui soit progressif et notamment pour qu'il soit beaucoup plus favorable aux petites et moyennes entreprises. Et nous proposons également, pour favoriser l'emploi industriel des habitants de la circonscription, de revenir sur la directive détachement des travailleurs qui crée une distorsion de concurrence et qui tire à la baisse les salaires notamment des ouvriers, puisque ça fait en sorte qu'un ouvrier détaché coûte moins cher à l'employeur, étant donné que non seulement les cotisations ne financent pas le système social français, mais en plus coûte moins cher, puisque dans un certain nombre de pays de l'Est, c'est le cas de la Pologne notamment, les cotisations sont beaucoup moins importantes. Donc c'est une prime à employer, que ce soit dans l'agriculture ou que ce soit dans l'industrie, des travailleurs étrangers, alors qu'on a un taux de chômage qui est très important dans notre circonscription. Je vous vois froncer les sourcils, Monsieur Leclabar. Vous qui aimez le monde de l'industrie, le monde de l'économie, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais répondre tout de suite. D'abord, sur le plan du commerce et de l'artisanat, je rappelle quand même à Monsieur Richard Mauze que c'est autre que les élus des collectivités qui siègent dans la commission départementale des bâtiments commerciaux et que, en règle générale, c'est bien eux qui prennent la décision de développer la grande distribution, ne pas développer. C'est pas spécialement M. Macron. Il y a des règles. Les élus sont représentés. Ils votent pour, ils votent contre. Moi, je suis obligé de vous dire que si ça se fait, c'est parce que les élus ont voté pour. Point barre. Après, il y a un climat général du pays aussi avec un président qui donne le là. Voilà. Alors,
En ce qui concerne l'entreprise, alors, j'étais cet après-midi chez Tubesca, une usine que je connais bien, parce qu'il y a quelques années, elle voulait partir en Hongrie, et nous avons fait en sorte de la garder. Et bien de vous en a pris d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on est dans la situation où ce groupe qui était détenu par un fonds de pension hollandais et allemand, il y a 6 ans, aujourd'hui a été racheté par une entreprise familiale, Frénéral Michaud, son siège social est dans l'Orne. Et vous comprenez bien que c'est une grande satisfaction pour moi, parce que à l'époque, quand je me suis battu... Ça vous rassure? Ah bah évidemment que ça me rassure, et on est en plein dedans. Mais par contre, j'ai découvert une chose, c'est qu'aujourd'hui, visiblement, les commandes repartent. Le chef d'entreprise me disait, les commandes repartent. Et donc, se pose la problématique d'embaucher. Sauf que il a besoin de soudeurs. Et il ne les trouve pas. J'ai visité l'entreprise d'Angreville à Collière, même chose. La réalité des choses, c'est qu'on nous dit qu'il y a du chômage. Et quand j'écoute certains chefs d'entreprise, ils me disent, on ne trouve pas de gens formés pour occuper ces postes. Donc, certes, il y a du chômage, mais il y a aussi un problème de formation. Donc, dans le plan de formation que prévoit le président de la République, un investissement massif, sauf que ça ne va pas porter ses fruits dans 2 mois, dans 3 mois, ça va porter ses fruits sur le court mais moyen terme quand même. Et puisque vous parlez d'embauche, justement, qu'est-ce que vous pensez des orientations que le gouvernement veut donner avec la loi Travail 2 ? Alors, la loi Travail, de toute façon, aujourd'hui, c'est simple. Il faut libérer l'économie, le travail, l'esprit d'entreprise, et puis, comment je veux dire, donner l'envie de créer. Ça veut dire moins de sécurité, moins de défense pour les salariés aussi ? Non, pas dit ça. Vous savez très bien ce qui est en cours. Les négociations avec les syndicats qui ont déjà démarré pour que la loi Travail puisse être largement débattue et qu'on arrive aux ordonnances qui ne sont pas du 49.3, je rappelle. Hein, et qui... Non, monsieur Chabot, on ne passera pas par le 49.3. Il y a des ordonnances qui seront préparées et vous savez très bien que je sens quand même que globalement dans ce pays, tous les forces vives sont d'accord pour dire qu'il faut faire bouger les choses. Où on arrêtera le curseur, il appartient aux partenaires sociaux d'en débattre. Et justement, quelle est votre position là-dessus, monsieur Richard On aura à arbitrer. Voilà, point barre. L'Assemblée ne va rien arbitrer du tout. Mais... Vous le savez, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. L'Assemblée ne va rien arbitrer du tout puisque les députés qu'on va élire ce dimanche ne pourront pas changer une virgule, ne pourront pas faire d'amendement. Ce seront des godillots ? Ils pourront soit... De toute façon, pour ce genre d'ordonnance, ça sera très simple. Il y aura ceux qui pourront voter une motion de censure et ceux qui ne le feront pas. Ben moi, je voterai cette motion de censure. Je suis contre ça. Et vous parlez des forces vives. Je suis désolé. La majorité des Français ne souhaitent pas de ce saccage social du Code du travail. Le Code du travail, c'est quelque chose qui a été acquis au fur et à mesure des luttes pour défendre les salariés et précariser, supprimer, faire en sorte qu'il y ait des accords par entreprise, c'est-à-dire un code du travail par entreprise, donc c'est-à-dire mettre les employés totalement nus. Ça n'a jamais créé un seul emploi. Ce qui manque aujourd'hui pour créer les emplois, c'est du carnet de commandes, c'est pas le fait de ne pas pouvoir les virer comme ceci, comme cela. Aujourd'hui, vous rencontrez les entreprises, donc vous savez très bien que la première chose qu'ils demandent, c'est un carnet de commandes. Et aujourd'hui, avec la politique d'austérité, avec la concurrence déloyale avec un certain nombre d'industries manufacturières d'autres pays, on est dans une situation qui est intenable pour ces PME et pour ces TPE, ce qui pose un vrai problème. On va parler d'agriculture à présent parce que c'est un thème qui vous intéresse tous les deux. Monsieur Richard Mauze, quel modèle voulez-vous défendre en France aujourd'hui ? Une agriculture qui produit énormément et qui exporte ou une agriculture de taille plus modeste ? Nous, ce que nous souhaitons déjà, c'est d'arrêter d'avoir des agriculteurs qui se suicident tous les jours ou tous les 2 jours. C'est une situation qui n'est absolument pas acceptable, alors que l'agriculture fait partie de l'ADN de la France et du peuple français. Aujourd'hui, avec les traités de libre-échange qui sont consubstantiels à l'Union européenne, qui fait qu'aujourd'hui, des usines porcines avec des travailleurs détachés en Allemagne font une grosse concurrence aux entreprises en Bretagne, qu'avec les maraîchers d'Europe méditerranéenne et les accords de libre-échange qu'on a signés avec le Maroc et la Turquie par l'Union européenne, énormément de nos maraîchers dans le sud ont des problèmes. Quel et pour modèle voulez-vous alors ? Pour ce qui est des céréales et pour ce qui nous concerne, il y a énormément d'agriculteurs qui sont très inquiets par les
traités que veut signer et ratifier M. Macron, que sont les traités de libre-échange avec le Canada et avec les États-Unis, qui sera un véritable séisme pour l'agriculture française. Est-ce qu'on doit refermer les frontières alors? Parce qu'on est aussi une grande puissance exportatrice en France. Personne ne parle de fermer les frontières. Au contraire, si nous souhaitons avoir notre souveraineté, si nous souhaitons pouvoir avoir la maîtrise de notre monnaie, si nous souhaitons pouvoir être un peuple libre et pouvoir faire comme nous voulons d'un point de vue commercial, comme le font les Suisses d'ailleurs, et ben c'est justement pour pouvoir encore plus exporter, notamment dans toutes les branches agricoles dans lesquelles nous sommes extrêmement performants et nous sommes reconnus mondialement comme étant de la qualité. Aujourd'hui, la PAC... Mais vous n'avez pas forcément le culte du rendement, parce que je suis allé sur le site du collectif Nouvelle Écologie que vous avez créé au sein du Front National. Vous mettez énormément en avant le bio, et ça n'est pas forcément synonyme de rendement, ça. Mais là, vous avez une vision, je pense, assez passéiste. Ce sont des domaines qui m'intéressent. Ça n'est pas forcément négatif d'avoir des rendements moindres, hein. Ça peut aussi être synonyme de qualité. Vous voyez une agriculture qui ait des rendements et une agriculture exportatrice en opposition avec le développement d'une plus grande efficacité d'un point de vue des phytos, voire du bio. Oui, mais on n'aura pas les mêmes rendements. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, pas forcément des hein. choses qui sont en concurrence. Toutes les productions agricoles, que ce soit le blé, le betterave ou la pomme de terre ou d'autres cultures, ou les pommes, ne sont pas exactement sur les mêmes marchés, n'ont pas les mêmes concurrents, n'ont pas les mêmes acheteurs. Et aujourd'hui, avoir une agriculture de masse avec un certain nombre de technologies qui permettent d'avoir des rendements importants n'est pas du tout incompatible avec, par ailleurs, d'autres branches d'excellence avec moins de produits phyto. Et vous, votre vision de l'agriculture, c'est quoi, vous, le paysan, monsieur Leclabar? Alors, on va faire simple. Tous les modèles d'agriculture sont défendables à condition qu'ils soient économiquement rentables et qu'ils puissent permettre aux agriculteurs d'en vivre. Ce qui est très compliqué actuellement. C'est très compliqué actuellement. Les agriculteurs travaillent très dur pour un revenu qui est misérable par rapport au travail consenti. On est bien d'accord. Donc, la chose la plus urgente, parce que après les visites d'exploitation que j'ai pu faire, mais en connaissant bien le métier, vous l'imaginez, ça n'attendra pas des années. Hein. Est-ce qu'il faut que la bien PAC se rendre change, compte alors qu'actuellement, dans le domaine laitier, si on n'apporte pas des solutions de prix dans les 2 ou 3 mois qui viennent, c'est clair qu'on va vers des situations financières extrêmement dramatiques. Pour une simple raison, c'est que déjà, l'année dernière, il y a eu des reports d'emprunts et de charges sur l'année en cours. Tout ça va arriver au mois de septembre et qu'il devient urgent qu'on donne aux agriculteurs, en tout cas dans le domaine du lait, mais dans la viande c'est la même chose, des prix périmateurs. Je note avec intérêt. Est-ce que ça veut dire que ce sont les transformateurs et la grande distribution qui doivent faire l'effort, ou est-ce que ça doit être vu de manière plus globale au plan européen? J'allais vous répondre, justement. Il est prévu dès le mois de juillet, si la République en marche est majoritaire, que nous ayons une conférence de l'alimentation dès le mois de juillet, sur laquelle nous allons faire pression pour que le monde agricole négocie de façon plus respectueuse de l'un et de l'autre, à savoir de la grande distribution et des agriculteurs, les prix. Je note qu'on assiste déjà aux prémices de cette méthode, puisque cette semaine, le groupe Sodial vient de décider de redistribuer aux agriculteurs adhérents 25 millions d'euros sur le prix du lait 2016. Perçu en 2016. Est-ce que ce sera suffisant? Excusez-moi de faire un peu de publicité, ça n'en est pas, mais que le groupe Système U, qui est un groupe coopératif de grande distribution dans l'Ouest, vient d'accepter de signer avec des agriculteurs, des coopérateurs, un prix de lait payé qui ne sera pas en deçà de 35 centimes par litre. Donc vous voyez bien que quand on veut aller et montrer le là, il faut le vouloir. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant, ce type d'accord? C'est une initiative intéressante, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Et d'ailleurs, la preuve, à chaque fois, ce genre d'initiative, c'est des initiatives qui sont citées une fois, qu'on met en tête de gondole, en devanture. En pratique, je suis certain que l'immense, et je sais d'ailleurs, je suis certain, je sais que l'immense majorité des éleveurs laitiers ne sont pas rassurés
même si cette mesure va dans le bon sens, ils ne sont pas rassurés. Vous souhaitez faire une conférence d'agriculture. Souvent, quand on veut régler un problème, on fait des grenelles, on nomme des comités. C'est des méthodes absolument bien connues. Aujourd'hui, on a une concurrence. Le lait, c'est un très très bon exemple. On a une concurrence déloyale, encore une fois, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, qui, de par le libre-échange qu'il y a au niveau européen, nous rattrape dans un certain nombre de denrées agricoles qui nous rattrapent des parts de marché au niveau européen. Par rapport à cette concurrence, est-ce qu'on doit avoir d'autres fermes des 1000 vaches en France ? Ils ont un système hyper intensif, que ce soit avec des conditions qui socialement, et environnementalement et aussi au niveau de la qualité ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ça veut dire que le modèle type ferme des 1000 vaches, vous n'en voulez pas ? Moi, je suis opposé à ce système. Je ne pense pas que c'est un système qui soit un bon système, et je pense que les Français y sont opposés majoritairement. Et vous ? Économiquement, on est obligé de constater que sur les coûts de production, c'est le système qui fait baisser les coûts de production. C'est une évidence. Maintenant, c'est vrai que sur l'agriculture familiale, elle doit être aussi défendue. Moi, je pense qu'il y a la place pour plusieurs types d'agriculture. Alors, on va terminer avec ce thème qui intéresse beaucoup de gens dans votre circonscription, les éoliennes. Vous êtes pour ou contre aujourd'hui ? Moi, je suis pour un moratoire, notamment en particulier dans le département de la Somme, puisque aujourd'hui, les éoliennes sont implantées de manière complètement anarchique. On ne demande pas l'avis aux gens. Quand on demande l'avis aux riverains, très souvent, ils disent non et on leur en impose quand même. Tout ça au profit de certains promoteurs éoliens. Moi, aujourd'hui, j'habite à 1700 mètres d'un parc éolien à Montdidier. Et je pense que pour des implantations nouvelles, il faut que les gens soient consultés. Et aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie locale avec les éoliennes. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup trop d'éoliennes qui ont été implantées dans notre département, en particulier dans notre région. La Somme et l'Aquitaine sont les régions où il y a le plus d'éoliennes qui ont été implantées. Donc stop, chez nous, on en a déjà suffisamment ? Oui, effectivement. Et un autre problème qu'il y a par rapport aux éoliennes, c'est que, notamment depuis les dernières réformes territoriales, les recettes fiscales générées par la valeur ajoutée créée par ces éoliennes va de plus en plus au niveau national et au niveau régional, et de moins en moins, au final, aux riverains qui, en pratique, n'y gagnent pas grand-chose. Et vous, monsieur Leclabar, votre position ? Alors, le débat sur les éoliennes, il est de deux ordres. Un, l'aspect financier et fiscal pour les collectivités. Vous savez bien que les ressources des collectivités baissant. Un certain nombre de projets voient le jour parce que les élus voient la manne financière que ça peut représenter et sincèrement, il leur appartient d'en décider. Je rappelle que chaque collectivité est libre de son administration. Après, moi je suis favorable. Et de mécontenter ses habitants aussi, parce que ça devient compliqué. Et je suis tout à fait d'accord, mais il y a un conseil municipal, il est pour, il est contre. Après, c'est pour ça qu'ils prennent des éoliennes. Après, vous savez très bien que c'est en finale le préfet qui tranche. Bon. Moi, personnellement, je suis favorable au retour de la situation de 2012, et donc qu'on revienne à la situation des zones de développement éoliennes, puisque ça existait. Ça aurait moins le mérite de revenir à des zones où on peut en construire, et d'autres zones où on ne peut pas en construire. On irait une situation qui, me semble-t-il, est plus conforme aux attentes à la fois des élus et des populations. Il y a des endroits où on ne peut pas faire d'éoliennes, et il y a des endroits où on pourra en faire. Voilà. Eh bien, merci à vous, messieurs. Un dernier mot, tous les deux, rapidement. Que voulez-vous dire aux électeurs pour les convaincre d'aller voter dimanche ? Je souhaite dire aux électeurs qu'il y aura une majorité Macron absolument énorme à l'Assemblée nationale. Qu'il y ait 400, 450 députés de La République En Marche, ça fait qu'un député supplémentaire, ça ne changera absolument rien. Il votera la casse du Code du travail, il votera la hausse de la CSG, il votera comme tous les autres au final. Les élus Front National ne seront pas très nombreux, et un élu en plus, un élu jeune, dynamique et courageux, fera la différence et se fera entendre pour vous défendre. Et vous, monsieur Leclabar ? Je vais dire que si je suis élu dimanche soir, je serai 100% député, puisque je serai obligé de quitter ma fonction de maire. Donc je ne serai pas atteint par le cumul des mandats, déjà, première chose. Puis je pense sincèrement que pour défendre la ruralité, il vaut peut-être mieux quelqu'un de complètement rural et avec
somme toute, un peu d'expérience sur le plan politique. Eh bien, aux électeurs de trancher, ce sera dimanche, évidemment. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Très bonne soirée sur France 3. Et puis, à dimanche pour la soirée électorale. Bonne soirée à vous.